Bonjour tout le monde, je suis tombé sur cette séquence que je trouve très intéressante. Elle a été publiée sur X par Florian Bonnet, qui était à ce moment-là avec ses enfants. Doucement là. Vous allez nous écraser? Bon, alors vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Eh ben vous patientez comme tout le monde. Ouais, c'est bien. Et ce sont au final les réponses qui m'ont le plus marqué au-delà de la séquence. Beaucoup s'insurgent que le cycliste reste au milieu de la route alors qu'il pourrait se laisser dépasser en serrant le côté droit. Mais y a-t-il la place d'être dépassé? Comment éviter ce genre de situation et comment éviter que ça se reproduise? Ce sont les questions que je vous propose d'analyser dans ce sujet. Ce type de situation devient de plus en plus fréquente, se retrouver derrière un cycliste quand on circule, et l'automobiliste peut se poser légitimement la question « Quand est-ce que je peux dépasser le cycliste ?» En ville, il faut maintenir une distance minimale d'1 mètre entre le véhicule et le cycliste pour pouvoir effectuer un dépassement. Une voiture, ça fait environ 1m80, 2 mètres rétro compris, et le cycliste environ 60 cm. Alors c'est pas exactement la taille du guidon, mais c'est l'espace qu'il faut au cycliste pour qu'il puisse conserver son équilibre. Et pour dépasser le cycliste en ville, il faudra rajouter 1 mètre à sa largeur pour pouvoir le dépasser en sécurité. Et il est même préférable de laisser un peu plus de distance avec un enfant, car comme on peut le voir, les trajectoires ne sont pas parfaitement droites. Maintenant qu'on a une estimation de cette largeur, reste maintenant à savoir si cette rue permet le dépassement ou non. À l'œil nu et sans référence, c'est pas évident de connaître cette distance. Et c'est sûrement pourquoi certains continuent à dépasser trop près. Le plus simple pour connaître la distance, c'est un peu le chat et la souris. Si en dépassant le cycliste, celui-ci peut toucher le rétro... Mais d'où pas là? C'est pas malin. C'est que vous êtes beaucoup trop proche. Par contre, quelques mètres plus loin, il me dépasse et là, il n'y a plus de problème. Merci. Pourquoi c'est possible? Emotional damage. Bon, par contre, il faudra qu'il remette son rétro parce que là il est plié maintenant. Pour vous donner un ordre de grandeur, mon bras tendu fait 70 cm. Ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'1 mètre entre le véhicule et moi au moment du dépassement. Et il y a également un autre élément beaucoup moins dangereux que le jeu du chat et la souris qui permet de connaître la largeur de la voie, c'est la largeur du passage piéton. Celui-ci est normé et c'est le même partout en France. Une bande blanche fait 50 cm et l'espace entre de 50 à 80 cm. Retenez donc la valeur la plus faible. Et ici, par exemple, 2 bandes blanches correspondent à la largeur de la voiture, c'est-à-dire à peu près 2 mètres. Donc, si vous voyez un passage piéton avec 3 bandes blanches, vous savez que la rue fait à peu près 3 mètres de large. Et comme calculé plus tôt, ça rentre pas dans 3 mètres. Il faudrait donc à minima avoir 4 bandes blanches au niveau du passage piéton dans un sens unique pour pouvoir envisager le dépassement du cycliste. Il faudra donc ici patienter derrière le cycliste et en plus ici il y a un virage avec une mauvaise visibilité. Il pourrait y avoir un cycliste qui arrive en contresens parce que cette rue est également en contresens avec les cyclistes. Prendre autant de risques pour arriver au feu rouge coincé derrière un autre véhicule n'est sûrement pas le meilleur choix. Il faudra donc user un petit peu de sa patience. Surtout qu'ici, d'après ce que m'a confirmé le cycliste, le chauffeur tournait juste à gauche, arrivé au feu. Il avait juste quelques centaines de mètres à patienter. Bon, maintenant qu'on sait ça, comment réagir en tant que cycliste? Ici, donc, il n'y avait pas la place d'être dépassé, le cycliste a bien fait de se positionner au milieu de la route, mais est-ce qu'il avait le droit de le faire? Le code de la route indique qu'il faut serrer le bord droit de la chaussée, mais il y a une exception pour les cyclistes et conducteurs de DPM qui peuvent s'écarter du bord de la chaussée en cas d'un stationnement, de la distance nécessaire à leur sécurité. Et ici, vu la présence de véhicules stationnés des deux côtés de la chaussée, rouler au milieu n'est pas vraiment du luxe. Et même si sur une petite portion il n'y a pas de véhicule stationné, on peut déjà anticiper le prochain qui est mal stationné avant le feu de circulation. Et vraiment, je vous le dis en tant que cycliste, évitez de serrer au maximum les portières, vous risqueriez d'avoir de mauvaises surprises. Et un autre élément intéressant de cette séquence, c'est d'avoir les enfants devant soi. On pourrait croire que c'est mieux d'être devant pour pouvoir guider les enfants, ouvrir la voie en sécurité, un petit peu comme Maman Canard. Et à propos de suivre, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos et ça donnera plus de visibilité à cette chaîne. Merci. Et donc ici, dans cette situation, rester derrière les enfants a plusieurs avantages. La première, c'est de pouvoir s'adapter à la vitesse du moins rapide du groupe qui est devant. Parce que sinon, il va falloir vous retourner toutes les 2 secondes pour voir si vous n'avez pas perdu quelqu'un. Une autre raison à laquelle on ne penserait pas vraiment, c'est le son. Parce que si je parle devant moi et que les personnes sont derrière moi, eh bien, ils m'entendent beaucoup moins bien que si je suis derrière elles et que je parle en leur direction. Et enfin, ça permet aussi d'anticiper les dangers, de voir de loin et limiter également ce genre de dépassement. Parce que je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé s'il était devant les enfants et non derrière eux à ce moment-là.
Et pour réagir à la situation où un chauffeur vous suivrait de trop près, ferait vrombir son moteur ou encore vous klaxonnerait, si vous arrivez à garder votre calme, décalez-vous au milieu de la chaussée, bien au centre pour éviter justement les mauvais dépassements, surtout comme ici si la largeur de la chaussée est trop étroite. Dès qu'il y a de l'espace suffisant pour qu'il puisse vous dépasser, faites-lui un signe et ne perdez pas votre sang-froid. C'est quoi le problème, monsieur? Il n'y a pas la place, monsieur, pour dépasser. Et je vous le dis d'expérience, c'est mieux d'être visible au milieu de la route que serré sur le côté parce que le conducteur pourrait essayer de vous dépasser et vous serrer. Mais si vous préférez voir le danger devant, ce que je peux complètement comprendre, et qu'à ce moment-là, il n'y a pas une distance suffisante entre le véhicule et vous, ralentissez très progressivement pour éviter que l'automobiliste vous rentre dedans, indiquez-lui que vous allez vous arrêter et laissez-le passer une fois que vous avez pu vous arrêter parce que si à ce moment-là c'est trop étroit, comme je disais, avec la perte d'équilibre, vous pourriez être percuté par le véhicule. Et dans l'idéal, évitez les échanges avec l'automobiliste, sauf si vous arrivez à garder votre sang-froid. Et si celui-ci insiste, indiquez-lui que c'était dangereux, que vous vous sentiez en danger, que vous avez préféré le laisser passer. Partagez vos émotions, ça sera beaucoup plus impactant que citer la loi, que dire c'est interdit de me dépasser ici ou vous n'avez pas le droit. Personne ne peut contredire des émotions. Les émotions, c'est quelque chose de personnel et j'ai l'impression qu'en communiquant de cette manière-là, après c'est mon point de vue perso, ça marche beaucoup mieux. Les personnes comprennent beaucoup mieux qu'il y a un problème parce qu'elles m'ont mis en danger ou elles ont mis un proche en danger. Bonjour. Oui. D'accord, celle-là elle roule encore? Eh ben c'est celle-là qui gêne. Donc celle-là vous pouvez la décaler, la mettre ici là dans la contre-allée pour éviter de mettre des cyclistes en contresens. Parce qu'ici c'est une voie rapide. Si un cycliste qui a un accident à cause de vous, c'est pire encore. Bon, et par rapport à cette situation, certains pourront me dire que ce problème est lié uniquement aux usagers et qu'il faut juste régler le mauvais comportement entre les usagers. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point. Oui, les usagers représentent un problème, une partie du problème, mais ici, par exemple, l'aménagement pourrait également être amélioré pour limiter les conflits entre ces usagers. Par exemple, la mise en place d'un séparateur sur la piste cyclable en contresens pourrait permettre aux cyclistes de remonter cette rue avec plus de sécurité. Et un aménagement permettrait aussi de pouvoir protéger les piétons, parce que là, si le conducteur avait dépassé à cet endroit-là, il aurait pu, en plus d'un cycliste, mettre le piéton en danger. Et surtout que la largeur du trottoir n'est pas aux normes. Nope. Et de plus, la mise en place de coussins berlinois permettrait de limiter la vitesse des véhicules. Et d'ailleurs, quelques mètres plus loin, on peut voir ce type d'aménagement. Ici, il y a un séparateur et un coussin berlinois qui ralentissent la vitesse juste avant le passage piéton. Et c'est pas nouveau, ces aménagements datent de 2008 et ils ont même pas mal vieilli avec le temps parce qu'avant il y avait même des potelets au milieu pour éviter les dépassements qui ont fini par être arrachés. Il est également possible de transformer cette rue en rue vélo en indiquant par exemple clairement au sol la place des cyclistes et de réduire la taille de la chaussée avec des lignes de rive, comme c'est le cas dans cette rue de Paris. On a la sensation que cette rue est très étroite, alors qu'elle fait approximativement la même largeur que la route au début de la vidéo. Pour résoudre ces conflits entre les usagers, il faut donc envisager un mélange des deux approches. Se reposer uniquement sur le bon vouloir des usagers ne fonctionne que si les aménagements permettent à ces usagers d'être égaux. Et l'aménagement actuel ne permet pas cet équilibre entre les usagers. Si vous souhaitez que plusieurs usagers puissent partager le même espace, il faut adapter la vitesse à l'usager le plus lent, en contraignant les autres à respecter cette allure. C'est le seul moyen de pouvoir maintenir cet équilibre. Et si ce n'est pas possible, il faudra alors trouver un moyen pour séparer ces différents modes de transport. J'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant et qu'il pourra vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager pour qu'ensemble, nous puissions partager une route plus sûre. Merci à Florian Bonnet pour m'avoir partagé cet extrait vidéo et participé à la relecture du sujet. Et si vous aimez l'urbanisme, je vous invite à le suivre sur X. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail sur les différentes plateformes de dons. Ça me permet d'être à plein temps sur Altisplay et d'éviter d'aller chercher des sponsors. Merci d'ailleurs à ceux qui sont abonnés et ceux qui s'abonneront, permettant ainsi à cette chaîne d'avoir plus de visibilité. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont rajouté sur les bords là de la peinture. C'est la première fois que je vois ça. J'avoue, moi, c'est la première fois que je le vois comme ça. D'ailleurs, c'est tellement exceptionnel que je pense que personne ne comprend. Oui, mais c'est la seule vélorue à Paris. Hein. Ah d'accord. Après, il y a un autre POC qui a été mis à côté de Rivoli. D'accord. Mais c'est la seule vélorue vraiment appelée telle quelle. Après, on peut le voir, il y a vraiment beaucoup de cyclistes. Bah, elle attire du monde, hein, mine de. Parce que c'est ça, dès que tu fais un aménagement assez sexy, t'as des cyclistes dessus, quoi.